Bonjour à tous, bienvenue sur François pour ce nouvel entretien essentiel pour lequel nous recevons aujourd'hui Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement clinicienne? On a parfois du mal à s'y retrouver par rapport au psychothérapeute, oui, psychiatre. En fait, le psychologue a fait des études un master 2 de psychologie, alors que le psychiatre a fait des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie. Peuvent être psychothérapeutes soit des gens diplômés de psychiatrie, soit des gens diplômés de psychologie. Donc là, c'est la capacité à mener des psychothérapies, en fait, le psychothérapeute. Et on précise clinicienne pour distinguer du psychologue du travail ou psychologue scolaire. Voilà. Donc la psychologue clinicienne, elle a un master 2, moi dans mon cas de psychopathologie, donc j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai fait un mémoire thèse de psychopathologie à l'école des psychologues praticiens, et puis ensuite j'ai fait un DU de neuropsychologie et des formations complémentaires, notamment en psychologie transgénérationnelle. Vous avez travaillé en hôpital, à la PHP, Oui. pendant un temps, que vous avez quitté ensuite. Oui, absolument. Et maintenant vous exercez du coup en libéral. Oui. Et vous êtes aussi par ailleurs auteur. Quand j'ai été diplômée, en fait, j'avais un poste en psychiatrie génétique à Créteil et une vacation en ophtalmologie. C'était la première fois qu'il y avait un psychologue en ophtalmologie en fait en France pour des patients qui étaient atteints de rétinopathie génétique, donc qui devenaient aveugles mais qui n'étaient pas aveugles de naissance et qui avaient vraiment besoin d'un accompagnement psychologique. Et puis finalement, mon activité libérale s'est développée très vite, donc je n'ai gardé que le libéral et une activité d'écriture quand j'ai un peu de temps pour écrire. Voilà. Et alors depuis un peu plus d'un an, comment avez-vous vu l'impact et quel type d'impact sur votre patientèle? On dit comme ça aussi pour les... On dit aussi comme ça, pour les absolument. Vous avez eu un afflux de patients, de pathologies nouvelles, en volume, qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors, il y a eu effectivement une nouvelle demande chez des gens qui ne consultaient pas. Dès le premier confinement, on a eu vraiment une charge anxieuse très importante. C'était nouveau, il y avait beaucoup d'incertitudes. Le premier confinement a généré des troubles anxieux, des troubles du sommeil. L'être humain, globalement, a besoin de repères. Nos repères ont volé en éclats pour tous au premier confinement, notamment avec la restructuration du travail et puis la fermeture des écoles, bien sûr, qui ont rendu la vie complètement impossible pour les parents parce que c'était mission impossible de faire l'école à la maison et de travailler. Donc il y a eu vraiment beaucoup de troubles anxieux à ce moment-là et à partir du moment où ça s'est installé dans le temps, donc en fait où ça s'est chronicisé, on est passé des réactions qu'on a habituellement face à un stress aigu, à savoir l'anxiété, les troubles du sommeil, éventuellement les troubles alimentaires, à des réactions de mal-être chronique. Donc on a plutôt été sur un versant dépressif dès l'automne. Moi déjà j'étais très inquiète à la rentrée des vacances d'été où je pensais que les gens avec l'été allaient se ressourcer un peu. Et puis en fait, on a vu les gens rentrer très épuisés, pas du tout ressourcés. Ils avaient effectivement perdu non seulement leurs repères mais aussi la capacité à se projeter. Les étudiants ne savaient pas du tout comment leur année allait se dérouler. Les gens qui venaient de prendre un emploi ne connaissaient pas leurs collègues, donc les gens étaient très fatigués, ils avaient beaucoup tiré sur leurs ressources adaptatives et comme ça s'est installé et qu'il y a eu un reconfinement, là on est passé plutôt sur un versant dépressif avec des symptômes d'effondrement, des pleurs, une impossibilité donc de se projeter, un sentiment d'inutilité, d'impuissance, une perte de confiance en soi, et puis évidemment tous les dégâts que peuvent faire sur le psychisme d'un être humain, la perte des interactions sociales et le fait de ne plus avoir de relations affectives en vrai. Donc là, on a commencé vraiment à avoir ce versant dépressif. Et puis, dans un troisième temps, là aussi, il y a des vagues, en fait... comme pour l'épidémie, quoi. C'est-à-dire que les gens sont tombés... Au début, la plupart des gens ont tenu avec des troubles anxieux, et puis ensuite, il y a une nouvelle catégorie de gens qui sont tombés, et puis une troisième catégorie de population qui est tombée, et là, les pédiatres se sont vraiment inquiétés pour beaucoup, c'est les 7-11 ans. C'est-à-dire qu'en général, entre 7 et 11 ans, ça va, parce que vous êtes plus un tout petit enfant, vous commencez à avoir les interactions de l'école, du sport, des copains. C'est l'âge du primaire, en gros. C'est l'âge du primaire, on a appris à lire, donc on est vraiment dans l'adaptation. D'ailleurs, on y reviendra pour les effets pervers du masque, c'est qu'ils ont l'air de s'adapter, les enfants. Et on n'est pas encore dans le chaos de l'adolescence. Donc en général, entre 7 et 11 ans, ça va. On n'est pas en rébellion contre les parents, on est plutôt... Et là, on a commencé à les voir vraiment se déprimer, somatiser, à faire des cauchemars, pleurer, ne plus avoir envie d'aller à l'école avec le masque. Et là, évidemment, on s'est énormément inquiété, parce que quand la santé mentale des 7-11 ans est touchée, c'est que vraiment, tout le reste de la population est déjà impacté. Et vous avez continué, du coup, vous n'avez jamais cessé de les recevoir physiquement, en présentiel, ou vous avez dû être... vous avez été contrainte de passer aussi par des échanges avec en visio? Alors moi, j'ai toujours laissé... Par définition, l'espace thérapeutique, c'est l'espace du patient.
Donc j'ai toujours laissé mon patient s'approprier l'espace comme il le souhaitait. Ceux qui avaient peur de sortir de chez eux, on faisait une visio. J'ai toujours expliqué ce que j'ai toujours dit, c'est la visio c'est possible, mais c'est pas la même qualité d'accueil émotionnel qu'en vrai. Et puis tous ceux qui pouvaient venir et qui le souhaitaient venaient dans une pièce suffisamment grande et suffisamment aérée avec suffisamment de distance entre nous. Évidemment, moi je trouve que être là en vrai, j'évite de dire le mot présentiel que je trouve très laid. Qui est horrible. Être là en vrai, c'est mieux parce que voilà, notre cerveau il est stimulé par nos 5 sens et que le virtuel appauvrit le cerveau. Et en fait, quand vous faites un peu de neurobiologie, vous comprenez pourquoi l'enseignement en distanciel est une supercherie. En fait, le cerveau est stimulé par les 5 sens. Donc, à partir du moment où il y a que la vision qui est stimulée, vos centres de mémoire ne fonctionnent pas aussi bien. Et au bout d'un moment, le cerveau s'atrophie, avec des troubles du sommeil liés à la lumière des écrans aussi, à la désynchronisation des hormones cérébrales. Et puis, cette déprivation relationnelle, elle génère des syndromes dépressifs. Et quand on est déprimé, forcément, on apprend moins bien. Donc, quand j'entends l'école en distanciel permet des apprentissages, je répète, et je ne suis pas la seule à le dire, ce n'est pas vrai. Les enfants ont perdu des apprentissages. Du coup, dans votre cabinet, vous avez une des antennes qui vous donne une sorte de baromètre de l'état psychique, moral de la société française. Est-ce que vous pensez... Alors, je modère. J'aurais pas la prétention de recevoir un échantillon représentatif de 70 millions de Français. Je suis à Paris, j'ai bien vu la différence entre Paris et d'autres endroits. Et puis j'ai une petite patientèle du fait que j'ai aussi 3 enfants et que je consulte pas 24 heures sur 24. Mais oui, c'était frappant de voir que les gens de tous horizons, aussi bien une DRH, un ado, une mamie, voilà, tous étaient véritablement en souffrance. Et c'était la suite de ma question. Du coup, vous pensez qu'il y a aussi une souffrance qui est encore invisible, non diagnostiquée, peut-être non exprimée, refoulée, qui va générer sans doute une prochaine vague dans les services de psychiatrie, chez les psychologues. Alors, la vague dans les services de psychiatrie, elle est déjà là depuis l'automne, hein. C'est-à-dire que ce soit en pédopsychiatrie, par exemple, à côté d'ici, à Necker, on a eu 6 fois plus d'admissions chez les enfants que à Ville d'Avray où ils ont vu dès le mois d'octobre, je crois 150% d'augmentation des admissions avec des mères de famille sans antécédents qui arrivaient en se scarifiant. On a parlé des lits de réa, je crois qu'on n'a pas parlé des lits de psychiatrie. Il y a eu une augmentation massive des admissions en psychiatrie. Ensuite, sans aller jusqu'à l'admission en psychiatrie, le recours aux benzodiazépines et aux antidépresseurs a considérablement augmenté. Et est devenu quasiment un mécanisme réflexe chez des gens qui n'avaient pas du tout d'antécédents et qui n'en prenaient pas. Des étudiants qui allaient très bien, mais qui simplement du jour au lendemain n'avaient plus de vie, n'avaient pas de réponse sur leur avenir. Donc quand vous n'avez pas de réponse sur votre avenir, votre angoisse, vous essayez à défaut de la résoudre, vous essayez de la maquiller. Vous avez dit sur Sud Radio que votre rôle en tant que psy n'était pas d'aider les gens à accepter l'inacceptable. Vous avez eu des paroles assez fortes. Est-ce que vous pouvez expliciter cette formule, parce que c'est quand même assez dur à entendre pour tous les gens qui ont adhéré docilement, si on peut dire, aux mesures de confinement, de